Au menu de ce 19h30, le président de l'Assemblée nationale a Pazani dans l'arrondissement 9 pour tenter de régler le conflit foncier qui est en train de glisser sur le terrain communautaire et religieux. Bala Sakandé a-t-il pu accomplir sa mission? Vous aurez la réponse dans ce journal. 4 ans après le lancement des travaux de construction du mémorial Thomas Sankara, où en sommes-nous? La réponse tout à l'heure avec le comité international chargé de piloter le dossier. Et puis, c'était un projet phare du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré, construit 5000 km de pistes rurales. Récemment, une construction de pistes rurales de 1018 km ont été lancées. Comment se sont passées les opérations jusque-là? La réponse aussi dans ce journal avec Rémi Lambert-Nébier. Voilà pour le menu de ce journal. Bonsoir et bienvenue. C'est le cas de le dire. C'est une mission délicate que le président de l'Assemblée nationale a tenté d'accomplir ce samedi en se rendant à Pazani, un quartier de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Pazani, où un litige foncier entre deux individus est en train de glisser dangereusement sur le terrain religieux et communautaire. Il s'agissait pour Bala Alassane Sakandé d'apaiser la situation devenue presque volatile. L'a-t-il réussi? Élément de réponse, Abdourazak Traoré. Presque un mois après la démolition de la mosquée à Pazani suite à un litige foncier qui oppose deux individus, la tension est toujours vive à entendre les discours des fidèles musulmans mobilisés ce 3 octobre. Pour tenter de désamorcer la bombe, le chef du Perchois et une délégation de parlementaires se déportent sur les lieux. Après une visite des infrastructures démolies, Bala Alassane Sakandé appelle à éviter ce qu'il qualifie d'affrontement communautaire. Ce qui s'est passé ici est un problème entre deux individus, du nom de Moussa et du nom de Jacques. Est-ce que Moussa et Jacques peuvent engager la responsabilité des deux communautés catholiques et musulmanes? Aujourd'hui, c'est une mosquée qui a été détruite. Demain, si c'est une mosquée, une église ou un temple qui est détruit, est-ce qu'on peut accuser la communauté musulmane d'avoir détruit ce temple ou cette église? Autant on ne pourra pas le faire. Autant aujourd'hui, on ne peut pas accuser l'église catholique d'avoir, ou l'église protestante d'avoir été à l'origine de la destruction de cet édifice. Un appel au calme, mais aussi un appel à aller au-delà de la voie judiciaire. Dépassionnons le débat. Les juridictions sont en charge de la situation. Mais on dit le plus souvent aussi qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Nous devons échanger, discuter. Ce qui est arrivé, nous pouvons, si nous nous mettons ensemble, avec le pardon et la tolérance, demain nous pouvons dire, hier il y a eu ça à Pazani, nous nous sommes assis, on a discuté, on a trouvé des solutions. Un appel visiblement entendu par la coordination des jeunes musulmans, elle qui a réitéré ce samedi un ultimatum adressé à l'autre partie du conflit en vue de la reconstruction de la mosquée, modère son discours. Il est devenu apaisant après l'intervention du président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Franchement, ça a été une grande joie pour nous de recevoir Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Parce que nous allons suivre ses conseils. En tant que grand frère et en tant que frère en l'islam et en tant qu'autorité de ce pays, nous pensons que nous avons l'obligation de suivre ces conseils. L'ultimatum annoncé pour le 8 octobre est-il levé? La coordination n'en dira pas plus. Elle préfère poursuivre la concertation. Mais en attendant, le problème est loin d'être résolu avec cette visite. Après le départ de la délégation de l'Assemblée nationale, la foule est restée divisée. En groupuscule, les supputations sont allées bon train. Une partie appréciant l'initiative, les autres, eux, ont estimé le discours du patron du Parlement burkinabé vide de sens. Tout autre chose, et je vous le disais en titre, il y a 4 ans était lancé un projet très audacieux par son coût et par sa symbolique, la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara, un ouvrage d'une valeur de 35 milliards de francs CFA.
4 ans après, le comité de pilotage chargé de conduire le projet fait le point en moins de 2 semaines de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Arsène Konditamde. Lancé le 2 octobre 2016, le projet du mémorial Thomas Sankara connaît une mobilisation grandissante des acteurs pour la bonne marche de l'initiative. Situé sur l'ancien site du Conseil de l'Entente, ce projet sera un espace de mémoire sur la révolution du Burkina Faso afin de sauvegarder et de promouvoir l'héritage du père de la révolution pour les générations présentes et futures. 4 années après, le comité international mémorial Thomas Sankara tient une rencontre pour faire le bilan de l'évolution du projet. C'est dans le cadre de la commémoration des 33 ans de l'assassinat du président Sankara et de ses compagnons que nous avons décidé de faire un point, un bilan, un premier halte de ce que ce projet a accompli depuis son début, donc depuis son lancement le 2 octobre 2016, ça fait 4 ans. Et donc ce point, c'est dire déjà que nous avons réussi à placer sur orbite le projet, à rendre ce projet-là irréversible. Je crois que c'est le premier bilan qu'on peut faire. Nous avons réussi à ce que le site du mémorial soit un site accessible au public aujourd'hui. Il est fréquenté. Et ce mois d'octobre spécifiquement, nous avons décidé d'ouvrir tous les jours le site du mémorial. Parce qu'il est devenu le premier site le plus visité touristiquement, le plus visité du Burkina Faso, donc de Ouagadougou d'abord et puis du Burkina Faso par la suite. Le troisième résultat, c'est que nous avons un projet architectural, une maquette qui est là, qui a été présenté par le chef de file des cabinets, trois cabinets d'architecture que nous avons retenus. Et cette maquette-là donne un projet assez futuriste dans le futur. Une fois terminé, le visiteur pourra découvrir, entre autres, dans ce mémorial, un monument appelé Tour de Sankara, un mausolée, une maison des mémoires et un musée. Le coût de l'ensemble du projet est estimé à environ 35 milliards. Un grand défi à relever pour le comité. Le défi à relever, c'est mobiliser les ressources. Parce que vous imaginez, l'architecte vous a dit l'estimation provisoire qu'ils ont pu donner au projet qui est si ambitieux. C'est 35 milliards. Dans l'urgence, c'est pouvoir réunir une bonne partie déjà, parce qu'on ne va pas réaliser tout ça d'un coup. Nous allons faire le projet par module. Si vous regardez dans les documents, vous allez voir qu'on a prévu un premier module qui est le mausolée et le fondement. C'est le premier élément. Et après, comme deuxième grande réalisation, la tour. Mais nous avons besoin d'un lieu de recueillement pour l'instant. Donc le mausolée, le lieu de mémoire, c'est ça qui va commencer le travail qui est dans l'immédiat. Donc si l'État peut commencer déjà ça et les partenaires extérieurs, parce que c'est ça qui est la beauté de ce projet. Ce mémorial contribuera à offrir à la ville de Ouagadougou un visage architectural plus rayonnant, un phare culturel pour le Burkina Faso. Ils sont élèves administrateurs des services financiers, fiscalistes et inspecteurs des impôts ou encore élèves statisticiens au nombre de 112, tous impétrants de la cohorte 2018-2020 de l'ENAREF. Depuis le 29 septembre dernier, ils ont entamé une série de soutenances sur des thèmes d'utilité pour l'administration publique et c'est un élève conseiller statisticien qui a ouvert le bal. Arsène Konditamde. 17 sur 20 pour Michel Yameogo lors de la soutenance inaugurale de la cohorte 2018-2020 de l'École nationale des régies financières. Dans son mémoire, l'élève conseiller en statistique montre que les potentialités économiques du Burkina Faso sont énormes et qu'il existe des possibilités de mobiliser plus de ressources. Pour lui, il faut mettre l'accent sur les impôts indirects pour faire un bond en avant. Quand on dissocie les impôts en impôts directs et impôts indirects, vous savez que les impôts directs portent sur les revenus et les gains en capitaux. Les impôts indirects, ce sont les impôts qui sont axés sur la consommation. Les impôts indirects ont moins d'effets néfastes sur la croissance comparativement aux impôts directs. Voilà pourquoi nous recommandons à ce que dans les prochaines modifications de la politique fiscale, que l'accent soit mis sur les impôts indirects. Voilà, parce que l'impôt indirect, en réalité, vous et moi, nous payons tous l'impôt indirect sans nous en rendre compte. Par contre, l'impôt direct, quand on va vous dire d'enlever une partie de votre salaire pour l'impôt, vous en apercevez très rapidement. Le thème de l'impétrant est d'actualité et les recommandations pertinentes, selon le président du jury. Les conclusions pourraient permettre à certains services de l'administration publique d'améliorer leurs performances. Ce travail, il peut être valablement reversé au niveau de la mise en œuvre des politiques de développement.
Le ministère est responsable de la mobilisation des ressources, donc on a la Direction générale des impôts qui va certainement exploiter les recommandations qui ont été faites. Il y a aussi les structures qui s'occupent de l'économie de la planification, qui sont en mesure d'utiliser ces éléments pour les meilleures planifications. Sans qu'on ne soit trop ambitieux non plus, parce que nous avons dit qu'il fallait approfondir quelques analyses pour que les recommandations soient encore plus concrètes. Voilà, elles sont un peu générales. La soutenance est une coutume au sein de l'École nationale des régies financières. Elle permet aux élèves de s'exercer à la recherche documentaire et aux techniques rédactionnelles, des aspects importants pour une carrière professionnelle plus impactante. C'est un moment important dans l'activité académique et pédagogique de l'école. Ça couronne effectivement 2 années de formation et c'est un moment où on donne l'occasion aux élèves de s'exercer, de faire des recherches, des travaux personnels pour qu'ils puissent s'aguerrir pour leur futur métier. En tout, 72 élèves impétrants vont passer devant le jury pour exposer l'ensemble de leurs travaux. L'exercice se tient jusqu'au 3 octobre prochain. La cohorte est composée de 30 administrateurs des services financiers, 22 fiscalistes, 15 inspecteurs des impôts et 5 statisticiens. Le conseil régional du Centre de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso a tenu ce 3 octobre sa 2e assemblée générale de l'année 2020. Une occasion de faire un bilan partiel dans un contexte où le personnel soignant est au premier rang de la lutte contre le coronavirus, sans oublier la situation sécuritaire délétère dans laquelle il est obligé de travailler. Justin Amonto. Avant toute chose, hommage aux collègues infirmiers disparus dans l'exercice de leurs fonctions. Place maintenant à l'Assemblée générale proprement dite du Conseil régional du Centre de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Une occasion pour ces agents de santé de faire un bilan. Selon eux, 1000 infirmiers ont été inscrits au tableau de l'ordre portant à 1800 infirmiers le nombre d'inscrits en août 2020. Il y a eu la pandémie de la Covid-19 qui a impacté fortement notre planification. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu prendre en compte les directives des autorités du pays. Nous avons pu faire le point sur la gestion financière et aussi sur le fonctionnement de notre siège qui permet en tout cas d'accueillir les différents infirmiers qui ont besoin de nos services. Pour ce qui est de cette activité de ce matin, elle revêt d'une grande importance pour le Conseil national parce que c'est une activité qui fait partie des obligations statutaires de chaque Conseil régional. Donc au niveau du Conseil national, nous apprécions la tenue de cette activité, d'autant plus que ça va permettre en tout cas au Conseil régional de faire le point. Ensemble pour la promotion des soins de qualité est le thème de la rencontre. Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, ces agents de santé sont restés fidèles à leur mission au Burkina Faso. À la fin de cet atelier, nous attendons un redoublement de l'engagement de l'ensemble des acteurs parce que nous avons un trimestre à terminer un certain nombre d'activités qui accusent un retard de réalisation. Et avec les mesures qu'il faut aussi observer vu la pandémie, il faut que tous les acteurs redoublent d'efforts et que nous puissions faire un peu plus de sacrifices pour pouvoir en tout cas avoir un niveau de réalisation de notre plan d'action. Selon l'article 35 de la loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso, nul ne peut exercer la profession d'infirmier au Burkina Faso s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre. Cela fait maintenant un demi-siècle que l'Organisation néerlandaise de développement SNV soutient le Burkina Faso dans ses actions de lutte contre la pauvreté. 50 ans de travail acharné célébré au cours d'une cérémonie où le Premier ministre n'a pas manqué de dire la reconnaissance du Burkina Faso à cette organisation non gouvernementale. Justin Monto. Pendant 50 ans, la SNV a été aux côtés du peuple burkinabé. 50 ans d'appui au secteur de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, hygiène et assainissement. Cette ONG néerlandaise œuvre à briser le cycle de pauvreté au pays des hommes intègres. Cette cérémonie m'offre l'agréable occasion d'exalter les mérites de tous ces acteurs du développement qui œuvrent à nos côtés pour le développement de notre cher pays. Je salue le travail de ces hommes et de ces femmes
qui, jour et nuit, malgré un contexte souvent difficile, aux côtés du gouvernement, apportent leur contribution combien précieuse à l'édification de notre nation. Excellences, les premiers responsables ainsi que leurs collaborateurs ne ménagent aucun effort pour nous assister et nous faciliter la tâche. L'implication personnelle du président au programme national des villes du gesteur est remarquable et va au-delà du Burkina Faso avec votre appui à l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Est et du Centre. Fondée aux Pays-Bas en 1965, l'organisation est active sur l'ensemble du pays des hommes intègres et emploie plus de 90% de Burkinabés. Le développement de cette belle nation est de la responsabilité de tous ceux qui y vivent et des organisations telles que les SNV et des donateurs comme les Pays-Bas peuvent y contribuer en étant un véritable partenaire du Burkina et un moteur de changement qui contribue au développement du bien-être de chacun. Parmi les projets menés par la SNV figure le programme de mobilité transfrontalière pastorale apaisée et stabilité sociale au Sahel, la e-agriculture et surtout le programme national des biodigesteurs qui a permis la construction de plus de 13 000 biodigesteurs dans les ménages agricoles à travers le Burkina Faso. C'est l'un des projets phares du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, la construction des infrastructures routières, entre autres la réalisation de 5000 km de pistes rurales, un objectif presque atteint avec le lancement récent de chantier de 1018 km de pistes rurales à réaliser. Reportage Rémi Lambert-Névier. 1018 km de pistes rurales à construire pour allonger 3983 km de pistes aménagées entre 2016 et 2020. Le programme présidentiel qui est de construire 5000 km de pistes rurales dans les 13 régions du pays affiche un objectif atteint. Il permet ainsi d'améliorer le taux de pistes rurales aménagées du Burkina Faso. En 2015, ce taux était de 25%, soit 12 341 km de pistes rurales construites sur un réseau de 46 000 km répertoriés sur l'ensemble du territoire. L'histoire de ce projet remonte à l'année 2015, lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré, alors président d'un parti politique, parcourait le Burkina Faso, parcourait toutes les communes du Burkina Faso, mesurant la difficulté qu'ont les populations à se rendre au marché, à se rendre à un CSPS, à se rendre à l'église ou à la mosquée, faute souvent d'un petit pont ou tout simplement faute d'une petite piste. Vous comprendrez, et là c'est la thèse, une piste rurale pour certains, c'est même mieux qu'un échangeur. Ces 1018 km linéaires de pistes rurales qui seront aménagées à travers 11 régions du pays visent donc à améliorer la mobilité des populations à l'intérieur du pays pour des échanges fructueux. Ça va permettre le désenclavement des localités qui ont des potentialités agro-silvopastorales importantes. Ça va permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Ce projet s'exécute non seulement pour la construction des routes, mais également permet aux populations d'avoir, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Par la construction d'écoles, tout justement, la construction des murs de clôture des écoles et des CSPS. Également, nous avons d'autres éléments très importants, comme par exemple la construction de gendarmerie, la construction donc de commissariats de police, etc. Le programme de pistes rurales a déjà généré plus de 33 600 emplois directs au profit des populations locales. Les pistes rurales autant que les routes bitumées tracent donc les sillons du développement. Mais le principal défi est de garantir leur résistibilité. Vous savez qu'une route en terre, quelle que soit sa qualité, bien sûr, après les saisons des pluies, surtout après les pluies torrentielles que nous connaissons de plus en plus, il est indispensable de faire des travaux d'entretien. Et pour cela également, le gouvernement a pris des dispositions
pour que le Fonds spécial routier ait les capacités pour financer ces travaux d'entretien. Tout comme de Boulala à Laï dans le plateau central qui abrite le lancement des travaux d'aménagement. Chacune des localités retenues bénéficiera d'une vingtaine de kilomètres de pistes rurales aménagées du type B, soit une largeur d'emprise de 15 mètres, de plateforme 7 mètres et une largeur roulable de 5 mètres. Le coût total des travaux est estimé à plus de 31 milliards de francs CFA sur financement intégral du budget de l'État. Plusieurs organisations de la société civile spécialisées dans le pastoralisme se sont réunies pour travailler sur des textes afin de mieux organiser ce secteur crucial dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, mais aussi pour une plus grande efficacité de leurs activités. Compte rendu, Archimède Boy. 16 organisations de la société civile pastorale en concertation ce 1er octobre à Koudougou. Au menu des échanges, une charte à finaliser et formaliser. Un document visant à défendre les intérêts du pastoralisme au Burkina Faso. En 3 années d'existence, cette alliance des OSC pastorales dit avoir engrangé des résultats tangibles qu'elle veut consolider. Nous sommes arrivés à déclencher un processus de relecture du texte de base du pastoralisme qui est la loi d'orientation relative au pastoralisme et qui a été adoptée depuis 2002 et qui n'a pas vraiment été beaucoup utilisée et aussi qui traîne certaines insuffisances. Et tout le monde est unanime avec nous qu'effectivement la loi est à revoir. Nous avons eu le OK du ministère et au mois d'août, la commission interministérielle qui est chargée de la lecture de cette loi a été mise en place. Donc nous pouvons dire pour ça, nous pouvons dire que nous avons eu en tout cas une victoire d'étape. L'Association pour la promotion de l'élevage en savane et au Sahel, APES, et la plateforme d'action pour la sécurisation des ménages pastoraux, PASMEP, sont 2 organisations porte-voix des communautés des pasteurs et agro-pasteurs. En initiant cette charte, ces structures veulent apporter des réponses aux problèmes qui minent ce secteur. Et ces problèmes sont bien connus. Il y a des problèmes pour la mobilité des animaux et de ceux qui conduisent les animaux, ce qui amène des conflits, le manque de pluie, le manque de pâturage, d'eau et les problèmes de pistes à bétail et autres. Et aujourd'hui, l'insécurité. Donc tout cela fait que nous pensons que c'est vraiment le moment pour que nous mettons nos forces ensemble pour faire entendre notre voix. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Voix pour le changement et elle bénéficie du soutien financier de l'Organisation néerlandaise de développement, SNV. Parlons maintenant de ce partenariat entre l'association Tenyadri et l'ONG Solidar Suisse, une collaboration qui porte ses fruits, notamment dans le secteur agricole. On parle ici de formation sur les techniques de production, mais aussi d'acquisition de matériel agricole. Majid Bakwa. La sécurité alimentaire au cœur de la coopération entre l'association Tenyadri et l'ONG Solidar Suisse. Dans leur plan stratégique 2017-2020, les 2 partenaires s'engagent à accroître la capacité de résilience des personnes vulnérables de la province du Kourouéougou. C'est dans cette dynamique que les producteurs maraîchers de la province ont vu leur capacité renforcée en technique de récupération des terres dégradées. À la suite de cette formation, 5 groupements de producteurs maraîchers reçoivent ici des équipements de production. Des équipements composés entre autres de grillage, des motopompes, des engrais et des pulvérisateurs, le tout d'une valeur d'un peu plus de 15 millions de francs CFA. Nous avons reçu une formation de 6 jours qui nous a sensibilisés sur l'abandon des produits chimiques dans nos champs. Ils sont très toxiques et source de nombreuses maladies. Nous avons même déjà fabriqué nos propres engrais bio appelés MPK en attendant la période de maraîchage. Nous sommes très contents de ce partage d'expérience qui va beaucoup nous aider. Cependant, notre grand problème reste le manque d'eau. En retour, les donateurs attendent des bénéficiaires une contribution en nature ou en espèces
afin d'appuyer d'autres personnes vulnérables. Au niveau des ATI, ceux qui prennent comme ça, ils doivent retourner quelque chose pour qu'on puisse donner d'autres personnes. Voilà, donc l'objectif, c'est pour qu'on puisse produire beaucoup. Quand vous voyez en saison 16, ils sont là, ils ne travaillent plus, mais s'ils gagnent ça, ça peut nous aider pour que la pauvreté disparaisse. Avec la commune de Boucher, la province du Kourouego est carrément à la porte de Ouagadougou, c'est-à-dire la région du centre. Et ce travail abattu, dont je peux dire que j'ai assisté depuis des années, est un travail qu'il faut vraiment encourager, qui à certains moments, il faut le dire, remplace, c'est-à-dire où l'État n'arrive pas à intervenir. L'association Terre Yalgré a été officiellement reconnue le 5 décembre 1994. C'est une fédération de 70 groupements comptant plus de 3000 membres. Et nous restons dans le secteur agricole avec le prix Pierre Castel. Plusieurs lauréats ont été récompensés. Ils ont obtenu des fonds pour asseoir davantage leurs entreprises spécialisées dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Madina Sine. Le lauréat du prix Pierre Castel reçoit des mains du ministre en charge du commerce un chèque de 15 000 € et un trophée. Estimé à environ 10 millions de francs CFA, ce prix viendra renforcer le fonctionnement de l'entreprise de Rufin-Toé qui fait dans la transformation du souchet en jus communément appelé Ochata. Ce prix va vraiment m'aider à donner en tout cas une bouffée d'oxygène à mon entreprise et ça va me permettre en tout cas de contribuer à la valorisation de la filière souchet qui aujourd'hui rencontre de nombreuses difficultés. Et en tout cas, c'est l'occasion pour moi aussi de rendre un vibrant hommage à ma maman qui n'est plus, car c'est d'elle que je me suis lancé en fait dans la filière souchet à travers la production du jus. Et donc mon défi c'était de rendre professionnel et moderne la transformation du jus de souchet. Et donc vraiment c'est le couronnement de toutes les épreuves que j'ai endurées pendant presque 10 ans. Troisième du genre, le fonds de dotation Pierre Castel vise la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Le prix Pierre Castel est une dotation de la fondation du président Pierre Castel, qui est le propriétaire des brasseries du groupe Castel en Afrique. Et aujourd'hui, ce prix est une décision pour accompagner les jeunes entrepreneurs en Afrique à pouvoir se développer au niveau de l'entrepreneuriat. Ce prix a comme objectif l'émulation, le développement du tissu industriel en Afrique à travers sa frange jeune. L'édition 2020 du prix Pierre Castel s'est déroulée dans 4 pays africains que sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les lauréats de chaque pays, en plus des 15 000 €, bénéficieront d'une formation et d'un accompagnement personnalisé pour développer leur activité. Les candidats arrivés deuxième à cette compétition auront une dotation de 5 000 €, soit plus de 3 millions de francs CFA. Ils sont un maillon essentiel dans le fonctionnement de l'administration publique et pourtant ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Je vous parle des secrétaires. Eh bien, ceux du ministère de l'eau et de l'assainissement ont été honorés pendant 2 jours. Les 48 heures des secrétaires du ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est avec Mamounata Kaboré. Toutes des secrétaires au ministère de l'eau et de l'assainissement, elles sont à l'honneur. 48 heures pour magnifier le métier. Ce sont surtout 48 heures dédiées aux membres de l'amicale des secrétaires du ministère de l'eau et de l'assainissement pour une meilleure compréhension de leur rôle et place dans la fonction publique. La méconnaissance souvent constatée du métier de secrétaire dans l'administration ainsi que les préjugés font que les agents qui occupent ces postes vivent toutes sortes de frustrations au quotidien pouvant impacter négativement leur rendement. C'est dans le souci donc d'apporter une meilleure compréhension de la fonction des secrétaires dans l'administration publique et de faciliter une meilleure intégration des secrétaires dans la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière d'eau et d'assainissement que l'ASMEA a porté son choix sur le thème « Rôle et place de la secrétaire dans l'administration publique au Burkina Faso ». L'un des piliers dans le bon fonctionnement de l'administration,
Les secrétaires sont la vitrine des structures, un rôle très souvent mal compris par les professionnels, laissant libre cours aux préjugés autour du métier. Effectivement, la secrétaire est la vitrine de l'administration. Et une vitrine doit être belle puisqu'elle doit attirer. Mais certaines qui travaillent avec moi savent, je pense que la secrétaire doit respecter son intégrité. Pour la petite histoire, j'ai une nièce qui a été secrétaire dans une institution. Elle avait 45 ans qu'elle a pris son cours. Je lui ai demandé, mais Kadi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne postules pas? Elle dit, ah tonton, c'est fini, hein? Moi je n'ai plus l'âge de porter des jupes courtes. Je dis, ah bon? Pourquoi tu dois porter des jupes courtes pour être secrétaire? C'est pour dire que pendant longtemps, on véhicule ça. Et je pense que vous devez travailler à dépasser ça. La beauté, c'est l'efficacité. Il doit en être ainsi et cela ne sera possible que grâce aux secrétaires elles-mêmes, a souligné Nyuga Ambroise Ouedraogo, parrain de l'événement. 2 jours durant donc, ces secrétaires vont travailler au renforcement de leurs capacités professionnelles et personnelles. Elles vont également passer au peigne fin la problématique de l'assainissement et du cancer du sein et du col de l'utérus. Un don de vivre et non-vivre aux déplacés internes est également au menu de ces 48 heures de la secrétaire. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine d'actualité. Demain, 19h30, vous retrouverez Aubin Guébré et toute son équipe pour le 7 Info. Un 7 Info exceptionnel à ne pas rater avec une interview en visioconférence de Guillaume Tibafori Soro, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, en exil en Côte d'Ivoire. Avec lui, ils ont parlé des élections à venir, de son ambition politique. Un 7 Info exceptionnel, je vous le dis, c'est tout simplement l'émission de la fin de week-end. Ne le manquez sous aucun prétexte. Demain, 19h30, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et merci.